Eh ben salut les Corbac. Bon, vous commencez à connaître mon goût prononcé pour, enfin même si c'est pas vraiment une question de goût, c'est plutôt une question de conviction, j'ai envie de dire. Pour les sujets polémiques et pour les sujets bien casse-gueule. En fait, je suis bien conscient que quand j'aborde tous ces sujets-là, je peux pas me permettre de trop en dire d'un coup parce que sinon je serais forcément catalogué par les uns d'un côté, par les autres de l'autre côté. Alors qu'en fait, justement, moi, ce que je crois, c'est que tout le monde a tort et tout le monde a raison en même temps. Alors, c'est pour ça que j'essaye à chaque fois de décomposer le problème en petits morceaux, d'en dire un petit bout à chaque fois, et puis pour pas trop diviser les gens sur les questions qui divisent déjà, et essayer au contraire de voir ce qui nous rassemble tous les uns les autres. Là, je vais m'appuyer, je sais pas trop si je vais m'appuyer dessus, mais disons que ce qui m'a inspiré là ce matin, cette vidéo là, enfin cette envie de faire une vidéo, c'est deux documentaires qui ont été diffusés sur Arte là que je viens de voir ce matin. Alors il y en avait un, c'était sur la montée du nazisme aux États-Unis dans les années 30. Et le deuxième, c'est sur la montée de l'extrême droite en Israël. Et là, récemment, là, hein, avec Netanyahou et tout ça. Alors le truc, c'est que je suis bien conscient, en fait, qu'il n'y a pas de... Il y a aucun de ces partis, je veux dire... là, je pense spécifiquement à cette histoire du problème israélien et palestinien et la guerre qui se font les uns les autres. Il n'y a pas un parti qui a raison et l'autre qui a tort. Les deux ont leur tort, les deux ont leur raison. C'est-à-dire, vous voyez, je vous ai déjà parlé de mon immolation par le feu et pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là. Et un truc sur lequel j'ai peut-être pas assez appuyé, je me rappelle plus de la vidéo exactement, c'est le fait que déjà à cette époque-là, on sortait je sais même pas, si je crois qu'on sortait de la première intifada en fait en Palestine, hein. Enfin en Palestine, Israël. Les deux termes sont aussi valables l'un que l'autre, je trouve. Et moi, je comprenais le combat des Palestiniens qui voulaient, je dirais, libérer leur pays, leur territoire d'une oppression militaire totalement cruelle et injuste. Mais j'adhérais pas du tout à, comme j'en ai parlé, je crois, de ces attentats à la bombe. Un mec, ah bah oui, il se fait péter, ouais, c'est vrai. Hein, il se sacrifie lui-même hein, pour défendre sa cause, mais au prix de la vie d'innocents. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est que ces mecs-là, ah là là, ils sont courageux, hein, dis donc. Ils vont jusqu'à sacrifier leur propre vie pour défendre leurs convictions. Mais c'est pas seulement leur vie, c'est ils font le plus de mal possible avant. Et ça, moi, ça me posait vraiment problème. Et c'est pour ça que dans ma démarche, je me suis moi inspiré de justement plutôt que d'être dans cet esprit de vengeance, comment dire, comme ces mecs qui font un attentat terroriste, hein, je veux dire, le fait même aujourd'hui, quand t'as un mec qui va planter son couteau dans le plus de personnes possible avant de se faire shooter par les flics, ou la Kalachnikov, ou bref, tout ce genre de connards qui essayent d'en emmener le plus possible avec eux avant d'y passer. Bah voyez, moi justement, j'étais dans
j'étais pas dans cet esprit. Justement, je voulais au contraire bien me démarquer de ça. Et c'est pour ça que je vous disais que moi, ce qui m'avait inspiré dans ma démarche, c'était plus un Jan Palach. Comme je vous avais raconté, cet étudiant tchèque qui, pendant le printemps de Prague, avait préféré, plutôt que de se lancer dans une guerre perdue d'avance contre des chars et une oppression militaire puissante, hein, avait préféré faire le sacrifice de sa propre vie pour montrer toute l'injustice dont son peuple et lui étaient victimes à ce moment-là. Juste petite parenthèse, je sais pas si on voit, il y a une espèce de petite mouche sur ma main. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que ça fait partie de ces mouches quand on sait les repérer, en fait, en hiver, elles viennent se poser à l'endroit où il y a des truffes qui poussent, les truffes d'hiver, et en fait, elles viennent pour pondre leurs œufs parce que leurs larves se nourrissent des truffes. Et donc en fait, chasser la truffe à la mouche, c'est une des techniques qui existent. Il me semble que c'est une de ces espèces de mouches là. Enfin bref. Bon, c'était une petite parenthèse en passant. Ouais, disons que voilà. Moi, dans ma démarche, vraiment, faut comprendre que ce qui me révulse vraiment, c'est l'injustice. Et je suis parfaitement conscient à l'heure actuelle, comme je l'étais déjà à l'époque, que les Palestiniens qui sont expulsés de leur terre par des colons israéliens colonisateurs, c'est parfaitement injuste. Et en ça, je comprends le combat qu'ils mènent, mais c'est la façon de combattre, moi, que je déplore. Hein. C'est en ça que je dis que les poseurs de bombes et tous ces gens-là, ils ont peut-être des raisons très légitimes de vouloir d'aspirer à la liberté, hein, parce que c'est pour ça que les gens se battent, c'est pour accéder à une liberté dont ils s'estiment privés. Mais il y a la manière, comme je le disais déjà en citant Brel, il y a la manière, et la manière, ça compte beaucoup. Vous savez, on dit oui, faut pas mélanger le fond et la forme. Le fond, c'est ce qui compte, mais faut pas non plus oublier que la forme, elle a son importance. Enfin, tout ça pour dire. Donc oui, c'était pas pour parler de moi là tout de suite que je me cite moi comme exemple dans tout ça. Enfin, comme exemple, non pas dans le sens exemplaire, mais voilà, comme il faut donner des exemples pour dire. Ce qu'on a en tête, c'est plus parlant que d'employer des grandes phrases. Ce que je veux dire, c'est que si les Palestiniens sont parfaitement légitimes à vouloir obtenir la paix, hein, parce que là, quand même, faut se rappeler là qu'à l'heure actuelle, en Israël, enfin en Palestine, hein, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, il y a des exactions absolument inadmissibles, inqualifiables, qui sont commises par des colons israéliens. Alors, c'est là où c'est ce qui est difficile dans toute cette démarche que j'essaye d'entreprendre, c'est que il y a plein d'exemples qui se recoupent. Parce qu'on parlait l'autre fois enfin moi je parlais et puis ça s'est poursuivi en commentaire de ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine et qu'on trouve qu'il y en a qui trouvent très légitime la démarche d'un Poutine à vouloir annexer l'Ukraine
puisque après tout, hein, alors si on en croit le discours pro-russe, hein, oui, mais regardez, c'est en fait, ils s'estiment eux en guerre. Alors bon, au début, ils justifiaient en disant combattre le nazisme ukrainien, ce qui est complètement con, puisque bah comme je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus, si, peut-être dans une vidéo que j'ai effacée, je sais plus. Ce qu'il y a, c'est que bah, des nazis, ils en ont autant chez eux, et que les nazis ukrainiens qui avaient en début de guerre, bah en fait c'était pour la plupart des Russes qui avaient fui la Russie parce qu'ils s'étaient rendus coupables d'actes barbares et terroristes. Hein. Donc, puisqu'ils n'avaient pas encore de casserole au cul en Ukraine, bah, ça faisait pour eux une voie de repli. Voilà. Donc, cette justification-là, elle s'est un petit peu cassée la gueule quand le monde entier a commencé à voir que, bah oui, bon, dans le côté combattre les nazis, c'est de la couille en barre. Ensuite, il y a eu d'autres, parce que voilà, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il faudrait que je donne tous les exemples pour bien illustrer à quel point tout ça c'est hypocrite comme démarche de la part du Kremlin, j'ai envie de dire. Parce que faut bien voir que moi, dans l'histoire, j'ai rien contre les Russes, le peuple russe, hein, les Russes en général. C'est pas du tout une question de ça. Mais l'État russe, à l'heure actuelle, se comporte exactement de la façon tyrannique et autoritaire et en fait fasciste, hein, il prétend combattre en Ukraine. Hein. Faut arrêter les conneries. Oui, on va sortir tout un tas de justifications comme quoi. Soi-disant que et il y a sûrement une part de vrai, hein, soi-disant que l'Europe, l'OTAN, les États-Unis auraient eu une sorte aurait orchestré une propagande en Ukraine pour défendre leurs intérêts. Bon, de toute façon, faut bien être conscient d'une chose, tous les nationalismes, tous les pays qui se considèrent comme État-nation font la même merde. Hein. Et c'est pour ça que je répète tout le temps, il n'y a pas un pays au monde qui peut pas se dire qu'il a pas de la merde au cul. On le fait tous. Hein. Quand on cite la France-Afrique, qu'on me cite... bien sûr, je suis complètement d'accord et c'est parfaitement inadmissible. Hein. Mais c'est pas parce que oui, alors moi j'ai fait ça aujourd'hui, bah oui, bah alors du coup ça justifie que les autres fassent ça en face, et puis bah du coup bah moi il faut bien que je me défende, et comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit genou à terre et ou exterminé, pourquoi pas même. Quand est-ce qu'on s'arrête, vous voyez? Et le truc c'est que je citais l'autre fois là pour en revenir à Israël, Yitzhak Rabin, lui, il y a eu un moment, il a dit bon allez stop, on arrête les conneries. On va aider à la création d'un État palestinien libre qui sera un interlocuteur auprès de son peuple et pour arriver à vivre en bonne entente. Sauf que, c'est un extrémiste juif qui a assassiné Yitzhak Rabin. Donc, un de ceux qui, aujourd'hui, sont au pouvoir, aux côtés de Netanyahou. Et donc, quand on fait le lien entre eux, vous savez, je faisais aussi, je sais plus si je l'ai diffusé cette vidéo ou pas, je faisais le lien avec le Front National, le Rassemblement National, peu importe le nom, c'est les mêmes. Qui aujourd'hui disent ah non mais nous on n'a pas de problème avec les juifs, hein, tout ça, oh là là, les vilains antisémites c'est les arabes et tout ça. Bon, c'est quand même oublier un petit peu vite que déjà parmi les
membres les plus acharnés des extrêmes droites européennes, les discours anti-juifs, c'est la mode quand même encore, malgré tout. Alors oui, non, mais aujourd'hui, pour faire bien, pour arriver à se faire élire, il y a des discours qui peuvent plus se permettre de tenir. Et puis d'autant plus, là, quand il y a l'extrême droite nationaliste qui est au pouvoir en Israël, ils se sentent des affinités quand même. C'est un petit peu une même façon d'envisager la politique. Donc aujourd'hui, quand quand il y a un rapprochement qui s'opère entre les extrêmes droites européennes ou à travers le monde et Israël, on oublie les petites dissensions du passé qui faisaient que il y avait tous les skinheads et compagnie qui disaient qui auraient bien vu l'extermination des juifs et compagnie. Non, parce qu'entre fascistes, on se reconnaît et on s'apprécie. Donc c'est pour ça que je vous dis que faut pas se laisser leurrer par les discours du Front National. C'est des gens qui sont malhonnêtes. Alors, il y a eux, mais il y a tous les autres. Parce que quand je parle aussi d'un esprit, d'une volonté de colonisation de la part des musulmans qui vivent en France, en Europe et partout en Europe, pas de tous, mais d'une partie. Vous savez, les skinheads, c'est pas la totalité de la France et du peuple français. C'est une partie de très énervés qui font chier. De même, il y a une partie des musulmans de France et d'Europe qui sont des colonisateurs dans l'âme, des nationalistes aussi à leur manière, et qui sont des connards énervés et qui font chier tout pareil. Voyez ? C'est contre les connards énervés qui font chier qu'il faut qu'il faut se réveiller, qu'il faut se dire non, moi je veux pas tomber dans cette frange extrême. Se dire que il faut que Israël subsiste et persiste dans le temps pour offrir, quoi qu'il en soit, quoi que nous réserve l'avenir, une terre de refuge pour les Juifs du monde, oui, je suis d'accord. Mais pas à n'importe quel prix non plus. Dire qu'il faut que l'Europe reste la terre refuge des Blancs d'Europe, oui, je suis d'accord. Mais pas à n'importe quel prix non plus. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu, c'était le Dalai Lama. Alors là, je m'attendrais pas à un discours comme ça de sa part. Qui tenait un peu le même discours. J'ai vu une vidéo là dans les jours, ça devait être hier, je crois, où il disait que oui, selon lui, l'Europe doit rester blanche. Majoritairement. Ça ne veut pas dire que personne d'autre ne peut y avoir accès et faut pas s'enfermer, se refermer sur son propre trou du cul, les gens. C'est pas ça la vie. Bien sûr qu'il faut être capable d'accueillir l'étranger et de l'accueillir avec les bras ouverts et avec toute l'humanité dont on peut faire preuve. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'oublier et jusqu'à finir en martyr et disparaître. C'est pas ce que ça veut dire non plus. Et c'est pour ça que, effectivement, ce discours colonisateur alors je dirais, il me semble, je ne veux pas me tromper dans les mots, il me semble qu'il y a un terme pour ça. Je crois qu'on dit la taqia. Qui consiste à pour un musulman, enfin pour les musulmans qui se réclament justement de cet esprit vengeur et colonisateur, qui consiste à faire profil bas et puis coloniser à bas bruit
hein, s'infiltrer, jouer un petit peu le rôle d'espion quelque part, et puis finalement colonisé par le nombre au fil du temps. Ça ou d'autres, suivant les procédés que chacun veut suivre. Je regardais, il y avait un petit moineau qui était perché sur le mur. Ouais, j'adore les petits moineaux. Vous voyez, je suis pas plus pour ces gens-là que je suis plus pour les skinheads. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes faces d'une même pièce de merde. Vous voyez, c'est pour ça que moi je vous dis tout le temps que c'est dans aucune de ces deux voies qu'on trouvera un quelconque salut pour obtenir une paix, une vraie paix dans le monde. Vous voyez, ce que fait l'État algérien à l'heure actuelle, on n'en parle pas dans les mêmes termes parce que c'est pas politiquement correct de parler de ça en France. Mais ce que fait l'État algérien à l'heure actuelle à l'égard de la France, c'est exactement ça. C'est du nationalisme le plus pur, le plus dur. Hein, le plus pur, j'aime pas ces mots de pur, parfait, tout ça, absolu. Ouais, vous avez bien compris. Donc ce nationalisme le plus dur, dont se rend coupable, j'ai envie de dire, hein, l'Algérie à l'heure actuelle, mais c'est la même chose. C'est pour ça que je suis même surpris d'ailleurs que l'extrême droite s'associe pas aussi avec les nationalistes algériens, hein, puisque finalement tous les nationalistes, qui soient de n'importe quel pays d'Europe, qui soient en Russie, parce que Poutine, hein, faut pas se leurrer, Poutine c'est un nationaliste, Trump c'est un nationaliste, tous ces gens-là, Netanyahou c'est un nationaliste, tous ces gens-là, ils se trouvent des affinités quand même, hein, ils s'entendent bien les uns les autres, vous voyez. C'est pour ça que, et aux États-Unis, je parle du documentaire que j'ai vu tout à l'heure là, hein, aux États-Unis dans les années 30, c'était la même merde, c'est qu'il y avait cette espèce d'appétence pour pour comment dire, là il y avait plus que du nationalisme, il y avait ce côté vraiment raciste carrément, hein. Nous les blancs on vaut mieux que les autres, à chacun sa place, et tous ceux qui sont pas des blancs et qui sont pas chrétiens, parce que là il y avait en plus la dimension religieuse, et c'est dans les chiottes quoi. Parce que c'était vraiment ça, hein, le nazisme, hein, ce qui aujourd'hui nous dégoûte, mais qui ne semble pas aussi dégoûtant. Nous, en Europe, on est dégoûtés par ça. Mais il y a des tas d'endroits dans le monde où non, on trouve ça plutôt honorable, hein, finalement, comme position, le fait de défendre sa nation à tout prix, et quitte à en venir à l'extermination des autres. Moi, franchement, c'est ce que vous voulez, les gens. Moi, carrément pas. Hein. J'ai pas envie ni d'être une victime d'extermination, ni d'exterminer qui que ce soit. C'est pour ça. Il y avait un truc quand vous savez, bon, ça peut paraître contradictoire quelque part parce que je vous dis que j'ai pas envie d'être une victime d'extermination, mais je vous dis aussi que je me suis quelque part comporté en martyr, hein, quand je me suis immolé par le feu. Sauf que quand j'ai fait ça, justement, il n'y avait pas cette dimension je vais en emporter le plus possible avec moi. Vous savez, j'ai justement lutté contre cette espèce d'instinct, d'envie naturelle de se venger, de rentrer chez moi, prendre mon gros couteau de cuisine et en découper en rondelles autant que possible avant d'être submergé par le nombre. Vous voyez, j'ai lutté contre cette envie. Et c'est parce que j'ai lutté contre cette envie que j'en suis venu à me dire que ce que j'avais de plus honorable à faire comme démarche, c'était ok,
bah, je vais faire peut-être comme ces Palestiniens qui se sacrifient, mais à la différence que moi, j'emporterai personne avec moi. Et comme ça, le vrai coupable de l'histoire, ça sera pas moi qui aurais commis un carnage, hein. Parce que là, effectivement, moi, j'aime bien pour comment dire, provoquer, dire que ce que j'ai fait, c'était un attentat terroriste. Parce que je les ai terrorisés, les gens qui ont assisté à la scène, hein. Sauf que, moi, justement, je me suis offert moi, mais j'ai pris personne d'autre avec moi. Vous voyez ? Donc effectivement, ça peut sembler contradictoire avec le fait de dire que il est légitime de se défendre et que il faut pas subir l'extermination sans rien faire, sans rien dire, mais que justement qu'on puisse se défendre, ça va être une chose, mais contrairement, je vous dis, contrairement à ce mouvement, je sais pas si j'en avais déjà parlé de ça, je me rappelle plus. Contrairement à ce mouvement qui avait eu lieu après la guerre, juste après la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, hein, je parle. Quand il y a eu la fondation de l'État d'Israël en 49 et que l'État israélien s'est formé et qu'ils ont quand même commencé à reprendre un peu du poil de la bête, avec l'aide des États-Unis, bien évidemment. À ce moment-là, il y a eu un mouvement qui prenait l'extermination du peuple allemand. Mais l'extermination, il y avait des gens, donc des skinheads, hein, juifs. Hein, alors, je les qualifie de skinheads, c'est pour montrer le parallèle, hein, mais qui prenaient l'extermination du peuple allemand. Putain, ils avaient échappé à l'extermination, en retour, ils voulaient se venger, voilà, et faire la même chose. Et donc, justement, plus que la même chose, là, ils voulaient mener le projet à bien. Vous voyez que ça chie dedans toute cette mentalité de merde. C'est pour ça que, vraiment, je sais bien que c'est casse-gueule, tous ces sujets que j'aborde, et que l'idée, c'est pas de dire, oui, les méchants, c'est les uns, les méchants, c'est les autres, ou je sais pas quoi. Non, on est tous à la fois le gentil et le méchant. Il y a des gens méchants, mais c'est pas les skinheads qui représentent la totalité du peuple français. Regardez, les Français, c'est des racistes, c'est les skinheads, c'est les nazis, pourquoi pas. Les Arabes, c'est, vous savez, les poseurs de bombes, c'est le Hamas, c'est les terroristes. Tout ça, c'est une question de vocabulaire. Mais dans le fond, si on fait un peu le tri, là, qu'on regarde, au lieu de se focaliser sur la forme, parce que la forme c'est bien pratique pour pouvoir discréditer les uns. Regardez, y a un point Godwin, oui, parce que on compare les uns aux nazis, on compare les autres aux nazis, et puis finalement le terme de nazi il perd tout son sens. Sauf que il y a la forme, hein, le vocabulaire employé, mais il y a le fond, les actes qui ont été commis. Et si on se concentre un petit peu sur le fond, je dis pas que la forme n'a pas son importance, hein. Justement. C'est comment on fait la paix, c'est comment on peut arriver à faire la paix, c'est peut-être justement en jouant sur la forme. Mais dans le fond, il faut d'abord, concrètement, savoir à qui on s'adresse et comment on s'y adresse. Comment, c'est la forme. Mais à qui, c'est le fond. Et c'est pour ça que je veux bien, moi, je veux vraiment faire l'effort de bien distinguer le fond des idées de l'extrême droite et les gens qui votent extrême droite parce que de toute façon ils sont déçus de tout ce qui existe ailleurs et qu'ils voient pas d'autres solutions pour défendre leurs intérêts ou ce qu'ils estiment être leurs intérêts, puisque leurs intérêts ne sont pas pris en compte par les autres, se tournent vers l'extrême droite. Vous voyez ? Parce que vraiment, autant, j'en ai déjà parlé, je crois, de ça. Autant sur le plan économique et social, je pense que
les LFI et compagnie, ils ont beaucoup à nous apporter, autant sur le plan démagogie, leur démagogie politique, à vouloir quelque part disqualifier tout ce qui n'est pas dans leur ligne politique pure et dure. Bah, là, ça me pose vraiment problème, ouais. Parce qu'effectivement, faut pas oublier que si... vous savez, je parlais de l'Algérie, là. Si un Algérie il se sent pas bien en France, il peut toujours retourner en Algérie, ou si vraiment il se sent pas bien en France, là, il sera peut-être mieux accueilli, hein, et puis il sera pas discriminé, victimisé. Si on part dans l'extrême et qu'on se dit qu'un jour peut-être que la France ne sera plus la France et que elle sera peut-être que les blancs seront minoritaires, ils iront où les blancs s'ils ont besoin de se réfugier quelque part dans un pays, s'ils sont devenus minoritaires? Parce que bon, vouloir être généreux et tout ça, c'est bien. Moi, je suis le premier à vouloir faire le sacrifice de ma personne, hein, encore une fois. Mais faut pas non plus s'oublier. Je veux dire, moi je sais bien, hein, en tant que déprimé, je sais pas si je mérite le terme de dépressif, hein, enfin, si on peut estimer qu'il y a un mérite à ce terme. Le fait est que y a un truc quand même qu'il faut voir, c'est que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre devient dangereux. Et quand on pousse les gens à penser que ils sont des éternelles victimes et que soit ils continuent comme ça et ils disparaissent, soit il est temps de se réveiller et de reprendre les devants et de prendre les armes, pourquoi pas. Là, on en fait un peuple de guerriers vengeurs. Et ça devient dangereux. Alors c'est pour ça, hein, moi j'ai beau défendre l'idée que Israël doit être un pays qui doit rester juif, ou tout au moins, parce que moi, finalement, ça revient quand même à cette histoire que c'est les religions qui font chier, hein, quelque part. Mais il n'y aurait pas les religions, est-ce que le monde serait plus en paix? Je suis même pas sûr. Et plus on va vouloir combattre les religions, et plus on va obtenir une réaction épidermique de la part de tous ceux qui se revendiquent de la religion. Faut peut-être bien faire voir, sans discriminer, que les religions font chier, pour que les gens se détournent d'elles-mêmes, enfin d'eux-mêmes, des religions. Là, à l'heure actuelle, on peut dire que, effectivement, hein, cette espèce de sentiment de fraternité qu'il existe entre les musulmans, c'est un danger pour tous ceux qui ne le sont pas musulmans. Est-ce que pour autant ça justifie de procéder à une discrimination, de mise à l'écart et ce genre de choses? Moi je veux dire, un mec qui veut pratiquer sa foi dans son coin sans faire chier les autres, sans esprit de colonisation, sans volonté prosélyte, je vous dis, hein, ceux qui se tournent vers la religion, c'est parce qu'ils ont une envie d'être des bonnes personnes, d'être de meilleures personnes, qui se tournent vers la religion, qui se tournent vers la philosophie, qui se tournent vers comment je disais, je me rappelle jamais de ce terme
J'en parlais dans la vidéo qui est sortie ce matin. Non, je sais plus si c'est ce matin. Je sais plus. Le développement personnel, c'est une façon comme une autre. Reste à savoir qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Qu'est-ce que individuellement les gens en font de ça. Voyez ? Et c'est pour ça, vouloir imposer ou interdire des choses, c'est dangereux, parce qu'on provoque une réaction en retour. Action-réaction. Donc vouloir interdire l'islam, c'est aussi contre-productif que vouloir l'imposer, par exemple. Et c'est pour ça que je veux m'adresser, moi, à chacun quand je dis ça. Je m'adresse aussi bien aux musulmans sincères qui veulent simplement vivre en paix dans leur religion que à ceux qui veulent combattre l'islam à tout prix. Justement, enfin non, là je fais un mauvais parallèle. Ceux qui veulent imposer l'islam et ceux qui veulent le combattre, voilà. C'est plutôt foutons au maximum la paix aux uns, aux autres, et c'est aux extrémistes. C'est vraiment aux extrémistes qu'il faut prouver qu'ils ont tort. Et c'est ça qui est délicat, c'est ça qui est difficile et qui demande une certaine abnégation, qui demande du courage aussi. Parce que prouver aux autres qu'ils ont tort, vous savez, c'est comme ces débats plus ou moins stériles qu'il peut y avoir, que ce soit sur Facebook, que ce soit en commentaire sur YouTube ou quoi, où chacun expose ses arguments, mais sans écouter les arguments de l'autre, et puis enfermer chacun dans la conviction que lui, il a raison et que c'est les autres qui sont des cons. Moi, il y avait un truc que je disais, c'est intense, c'était que faut laisser parler les cons pour qui dévoilent leurs conneries d'eux-mêmes. Et là, je vais bifurquer sur un sujet connexe, j'ai envie de dire. Il y a parce que là, d'avoir je dirais, je ne sais pas si c'est le public de mes vidéos qui veut ça, ou si c'est le fait que j'ai regardé des vidéos qui m'ont été conseillées par certains en commentaire et que je voulais justement m'intéresser à ce qu'ils disaient. Je me retrouve maintenant sur mes playlists YouTube avec, vous savez, je vous avais parlé de la bulle informationnelle. Maintenant, je me retrouve avec beaucoup de publications qui, moi, me désolent. Alors, il y a des fois des sujets qui sont intéressants, mais souvent, je me retrouve avec des publications, enfin des vidéos de l'extrême droite, alors de l'extrême droite américaine, trumpiste, ou de l'extrême droite française, et moi, j'adhère pas à ces positions-là. Alors des fois, il y a des sujets qui peuvent être pertinents et qui ont effectivement, je suis même content de les entendre. Mais ensuite, il y a les faits réels, pas simplement la façon dont ils sont racontés, parce que ça nous arrange de les raconter de cette façon-là, puisque ça nous donne raison. Non, les faits réels. Donc ça veut dire, quand on reprend par exemple cette histoire de Crépol, mais ils sont en train de baiser en vol, trop cool. C'est des abeilles charpentières. Des abeilles solitaires, elles sont énormes, c'est toutes noires, elles sont magnifiques. Et là, il y en avait deux, je les avais jamais vues comme ça, elles sont les deux accouplées pendant qu'elles en plein vol. Enfin, bref. Oui, cette histoire, je reprends cette histoire de Crépol, où en fait, il se trouve qu'il y avait donc les faits tels que ils ont été racontés quand même par les journaux de télé. Ok, on peut dire oui, mais est-ce qu'ils sont honnêtes et objectifs dans la façon? L'objectivité, c'est en théorie. En pratique, on a tous un point de vue subjectif.
Mais bon, on peut essayer au maximum de coller aux faits. Et justement, si on s'en réfère quand même à ce que des sources style le procureur de l'affaire en ont fait, donc il y a une version des faits qui est celle maintenue par la justice, qui est censée quand même être le garant de la vérité. Et en fait, quand on écoute les discours qui en sont faits par les gens de l'extrême droite, ça colle pas, hein, parce que les gens de l'extrême droite, donc j'avais cité, je crois, Jordan Bardella, en fait, on s'aperçoit que ils tronquent une partie des faits parce que ça les arrange. Ils ne disent pas une partie des faits parce que ça les arrange. Vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il faut se méfier des sources, mais il faut garder en tête que effectivement, c'est pas parce que eux, sur ce point-là, sur cet exemple-là de l'affaire de Crépol en l'occurrence, vont tronquer les faits pour les faire coller à leur réalité, que ça veut dire que il y a pas de faits qui vont malgré tout dans ce sens-là, qu'il n'y a pas une volonté de la part de certains musulmans, par exemple, de foutre la merde, parce que aussi, et pourquoi est-ce que ces gens-là se sentent légitimes à se comporter de cette façon-là? C'est aussi parce qu'on les légitime en les victimisant, en disant « Oh là là, les pauvres, regardez, ils sont toujours victimes ». Non, ils sont pas toujours victimes. Il y en a une partie qui est victime, et ça, c'est injuste, c'est parfaitement injuste, et ça doit être combattu. Mais à côté de ça, il y a aussi une partie qui se comporte en vrai petit salopard. Il faut pas l'oublier. Parce que si on veut faire abstraction de ça, ça veut dire qu'on donne du grain à moudre aux extrémistes, au Front National, ou au Rassemblement National. Vous voyez? Et j'ai pas envie de leur donner du grain à moudre, moi, à ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'un maximum possible d'honnêteté et d'objectivité quand on relate les faits. Bon, allez, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est vrai que c'est un sujet compliqué, j'en ai déjà dit un bon morceau là aujourd'hui, j'en reparlerai de toute façon. Ce que je veux dire, moi, quand même, j'essaye de synthétiser un petit peu le fond de mon idée, là, c'est bien évidemment qu'il n'y a rien de simple dans tout ça. Hein, qu'il n'y a pas une solution facile de dire « Ah, c'est la faute aux Arabes » ou « Ah, c'est la faute au FN hein. ». Non. Et justement, ce que je reprochais moi au discours l'autre fois je sais plus comment elle s'appelle là, de Europe Écologie Les Verts là, qui disait qu'il faudrait dissoudre l'extrême droite. Non, c'était plus ambigu que ça la façon dont elle en avait parlé. Enfin bref. Mais si justement ça me pose problème, c'est parce que il faut pas mélanger les politiciens et le peuple qui, bon gré mal gré, se laisse embobiner par les politiciens. Il y en a qui vont adhérer, hein. Oh oui, très sincèrement, hein, le genre avec la main comme ça hein, et tout, hein, des Elon Musk et tout ça. Hein. Mais il y a aussi tous ceux qui se sont laissés embobiner. Alors, pour différentes raisons, comme je disais, soit parce qu'ils se sentent plus représentés par qui que ce soit d'autre, soit parce que y en a marre, soit parce que ils y croient vraiment. Mais justement, j'ai pas envie de leur jeter la pierre à tous. Moi, j'ai envie plutôt, au contraire, de leur dire, essayons de trouver une autre façon, plutôt que de tomber dans ces extrêmes. Trouver une autre façon de se faire entendre, de se faire de légitimer notre voix, notre droit à exister. Hein. Parce que je vous le dis, je me ressens pas hein, moi de ce côté-là, hein, de l'échiquier politique, j'ai envie de dire. Pas du tout. C'est tout le contraire. Mais je me sens pas du tout représenté non plus par ceux de l'opposé. Et ni par ceux qui sont entre les deux et qui sont de toute façon que des politiciens. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est réfléchir à comment
comment on peut trouver une voie un peu médiane, un peu qui soit de toute façon une voie honorable. Parce que dans tous les cas, que ce soit dans l'extrême qui veut exterminer les uns ou les autres, ou dans l'autre extrême qui veut, qui revendiquerait presque le droit d'exterminer les autres, c'est pas honorable comme voie à suivre. Donc voilà, réfléchissons à tout ça, osons avoir le droit d'exister, mais tout en gardant à l'esprit que en face on a aussi d'autres gens qui ont peut-être aussi envie de vivre dans la paix, et que mettre ces autres gens tous dans un même sac sans faire la distinction entre ceux qui sont des purs connards et ceux qui sont simplement des gens qui veulent vivre dans la paix, bah c'est dangereux. C'est tout aussi dangereux que de vouloir dissoudre qui que ce soit. Bref, arrêtons de prôner des dissolutions et bien évidemment qu'il faut être vigilant face aux extrêmes. Et vous voyez, j'en ai pas assez parlé là, de ce documentaire là à propos de la montée du nazisme dans les années 30 aux États-Unis. Il y avait au départ une propagande organisée par l'État nazi, mais qui a été largement adoptée par une bonne partie de la population américaine, parce que ça correspondait bien à leurs valeurs, les blancs d'abord, et puis c'est la photo juive, tout ça. Vous voyez, c'était l'ennemi de l'époque. L'ennemi d'aujourd'hui, c'est plus le juif. Bah non, parce que maintenant qu'il y a l'extrême droite en Israël, Netanyahou, ça devient des gens respectables maintenant. Le mythe du juif qui gouverne le monde en sous-main et tout ça, c'est un petit peu passé de mode. Maintenant, on voit plutôt le problème barbu. Je dis pas que le problème barbu, il n'existe pas. Justement, c'est toujours ça. C'est toujours, voilà. Comment faire la part des choses entre les gens de bien et les salopards? Parce que les salopards, ils s'annoncent pas en disant « je suis un salopard ». Non. Ils se disent toujours être du côté du bien. Je sais que c'est compliqué tout ça. Ça fait des nœuds dans la tête. Regardez déjà, un truc qui permet quand même de faire un peu la part des choses, sans pouvoir complètement déterminer qui a tort, qui a raison. Les mensonges, la propagande d'État, ça c'est de toute façon, toujours ça pue la merde. Et là, à l'heure actuelle, on en a des bons exemples, entre les... comment il s'appelle Netanyahou, Poutine, Erdogan. Erdogan, magnifique dans le genre. Vous voyez? Et c'est marrant, c'est tous des nationalistes, toute une extrême droite, tous ces mecs-là, qui usent de propagande et de mensonges et d'enfermer les opposants et voire de temps en temps les dissoudre dans l'acide. Ben Barka, et ça c'est la France qui a un petit peu de merde au cul, en collaboration avec l'État marocain de l'époque, bien évidemment. Mais vous voyez, tout ça. Je crois, oui, c'était au Maroc, il me semble, Ben Barka. Enfin, il a été enlevé en France. Mais bon, avec la complicité de l'État français, voilà. Vous voyez, c'est toujours, effectivement, c'est toujours les nationalistes, c'est toujours l'extrémiste qui est dangereux. Et alors pourtant, à l'époque de Ben Barka, malgré tout, c'est là où, vous voyez, c'est toujours difficile, c'est là où c'est difficile de faire la part des choses. C'est que je crois bien qu'à l'époque de Ben Barka, ça devait être De Gaulle qui était au pouvoir. Mais pourtant, je suis pas sûr qu'on puisse le qualifier ni d'extrême droite,
ni nationaliste, sûrement un peu. Mais je sais pas, peut-être que j'ai pas assez bien connu cette époque-là. J'ai pas une vision de Gaulle qui soit aussi craignos. Je me trompe peut-être. Voilà. Mais ouais, enfin bon, bref, j'avais dit que je m'arrêtais là. Toujours est-il que, pour finir sur De Gaulle quand même, il avait cette vision de souveraineté française. La souveraineté, pas le nationalisme. Le fait d'être libre et indépendant, que ce soit du parapluie nucléaire américain, ou voilà, le fait que, en tant qu'État, État-nation, malgré tout, il faut être libre. Et justement, ça doit être quelque part un droit pour toutes les nations. Mais vous voyez, c'est là où ouais, parce que c'est compliqué tout ça. Il y a plein de sujets qui se marchent sur les pieds. Hein. Si on regarde les Kurdes, ils n'ont pas d'État. Et pourtant, est-ce qu'ils seraient pas légitimes à en avoir un? Et voilà, ça empiète sur le territoire des autres. Ah ouais. On parlait ouais, c'est pareil, hein, je reviens sur l'histoire guerre en Ukraine, la dérussification, voilà, l'interdiction de parler russe en Ukraine, tout ça, c'est dégueulasse. Et je vous rappellerai quand même les gens que il y a eu aussi la même chose en Bretagne, par exemple, ou en Alsace ou en Corse, qu'on a imposé le français. Mais c'est aussi pour créer une unité nationale. Et d'ailleurs, hein, en Russie, je sais pas trop où ils en sont de ce côté-là. Hein. Vous voyez, tous les peuples ont de la merde au cul. Bon, maintenant, c'est quoi le but, là? C'est on se fait la guerre jusqu'à l'extermination, jusqu'au dernier? Ou est-ce qu'on essaye de trouver les moyens de vivre ensemble? Tous ensemble. Garder la diversité et le droit à la différence. C'est pas simple, hein? C'est pas simple, tout ça. Bon, c'est pour ça. Je veux pas résoudre le problème là, tout de suite, aujourd'hui. Puis je suis pas sûr de pouvoir le résoudre tout seul, d'ailleurs. Hein. Hein, peut-être, hein. Bon, allez, avec un peu de chance. Allez, on y croit. Ou pas. Toujours est-il que c'est pas en mettant la tête dans le sable qu'on va résoudre quoi que ce soit non plus. Donc soyons honnêtes dans notre démarche. Gardons un esprit humaniste. Mais arrêtons aussi de chercher un coupable, un ennemi. Ça, c'est des conneries. Par contre, faut arrêter de se flageller aussi et de dire « Oh, mais à culpa, oh, tous les torts sont sur moi, oh, mon peuple de salauds, colonialistes, esclavagistes et tout ça, blabla. Hein. Tous les peuples ont été colonialistes et esclavagistes et blabla. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est celui qui le sera le plus et qui restera le dernier? Ou alors on essaye de trouver comment faire pour arriver à vivre en bonne entente. D'ailleurs, hein, moi j'ai envie de dire, au niveau global, au niveau mondial, je crois qu'on devrait s'inspirer de peuples et de pays style le Vietnam. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais en exemple?
certains pays d'Amérique du Sud aussi, qui ont connu des guerres, qui ont connu la colonisation, l'esclavagisme et tout ça, et qui aujourd'hui n'en ont pas gardé rancœur et ont su se reconstruire malgré la pauvreté, malgré la diversité. Alors, bien sûr que c'est vrai que le Vietnam, même si c'est un État communiste en théorie, c'est quand même aussi un peu un État fasciste, dans lequel le droit à l'opposition, le droit à la parole n'est pas vraiment libre. Hein. On peut pas dire que ce soit des exemples de démocratie et tout ça. Mais ils ont su passer outre les vieilles rancœurs du passé pour arriver à se reconstruire. Et ça c'est inspirant. Donc voilà. Je dis pas que c'est des modèles à suivre, vraiment, mais il y a peut-être un petit peu de ça à chercher, si on veut en toute sincérité chercher les solutions. Voilà. Peut-être un petit peu de ça. Donc, inspirons-nous de ce qu'il y a d'inspirant et on verra bien où ça nous mène. Parce que là, franchement, on a bien besoin de trouver des solutions viables si on veut arriver à survivre sur notre tout petit vaisseau spatial qui devient de plus en plus petit pour nos ambitions démesurées. Parce que je vous rappelle quand même que c'est notre seul et unique petit vaisseau spatial fiable dans toute l'immensité de l'univers. On devrait en prendre soin avant qu'il soit trop tard. Parce que là, je sais pas si vous savez, mais ils nous annoncent des 50 degrés l'été d'ici à 2100, et de façon récurrente. Et que d'ici 2030 déjà, on devrait en avoir de temps en temps. Mais qu'à force, ça devienne la norme. Je vous rappelle quand même un truc, hein, pour ceux qui sont pas au courant. 35 degrés par 100% d'humidité, c'est la mort assurée en quelques heures. Pour les pauvres mammifères que nous sommes. Hein. Peut-être qu'il y a des espèces qui survivront, hein, certaines mieux que d'autres. Et puis sous certaines latitudes, ça ira mieux que sous d'autres. Mais ça pue du cul, hein. Pour nous tous. Hein. Et qu'on se dise pas, ouais, mais nous, ça va, où on est tranquille, ou plus au nord, on n'aura qu'à émigrer en Suède. On va pas repousser les frontières. Hein. Donc voilà, c'est notre responsabilité à tous. Alors, on ferait mieux d'essayer de vivre en bonne entente les uns avec les autres, et d'essayer de faire en sorte de vivre sobrement tous ensemble, si on veut avoir une chance de survivre. Allez, sur ces belles paroles pleines d'espoir, moi je vais rentrer. Alors je vous dis à bientôt les gens. Ciao.